Adieu les cons! Non, je vous parle pas du film de Dupontel, je dis au revoir aux connards. Bonjour à tous, comme tous les vendredis, ou presque, c'est le jour des news, et on va donc passer en revue les informations, les nouvelles, les données qui sont tombées ces dernières journées, pendant cette semaine, et histoire de voir un petit peu quelles sont les plus marquantes, les plus intéressantes, les plus marrantes ou les plus inquiétantes. Et cette semaine, bah écoutez, on a un menu qui est assez varié en fait. On a aussi bien des trucs complètement what the fuck du côté des blockbusters américains que des pratiques culturelles et politiques assez amusantes et excitantes et en tout cas qui clivent un petit peu le corps social américain. Et puis de vraies questions sur comment en France, avec la situation sanitaire actuelle, on fait pour exploiter le cinéma en salle. On commence avec la news la plus what the fuck de la semaine, c'est le débarquement dans Justice League du Joker de Suicide Squad, interprété par Jared Leto. Alors oui, en effet, le Snyder Cut, ou plutôt le Zack Snyder's Justice League, ainsi que le film, série énorme, choucroute de la mer s'appelle désormais, est actuellement en tournage, parce qu'il y a beaucoup de tournages additionnels, il y a énormément de post-production et de fabrication de nouveaux éléments qui ont été quand même facturés à 70 millions de dollars environ, c'est pas anodin. Bref, alors qu'ils sont en train de tourner de nouvelles séquences, eh bien on a appris que Jared Leto venait d'arriver sur le plateau. Ça a surpris beaucoup de monde parce que, on va être très honnête, Suicide Squad de David Ayer et sa version du Joker sont absolument détestés par beaucoup de gens, vraiment haïs un peu partout sur la planète. Alors, oui, je sais, il y a des fans du film de David Ayer, il y a des fans du Joker de Jared Leto. Je vous respecte, mais vous n'êtes vraiment pas nombreux. Donc voilà, ça a surpris énormément de monde parce qu'on ne s'attendait pas à voir revenir ce Joker-là, cette version du Joker, dans un nouveau film Warner, surtout après, on va dire, toute la folie qu'il y a eu autour du Joker interprété par Joaquin Phoenix. Et donc du coup, tout le monde se demande un peu pourquoi ce choix, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça veut dire que c'est un bordel créatif délirant sur la Justice League? On peut se demander, il y a plusieurs raisons possibles. Alors peut-être que déjà, tout simplement, Snyder avait un plan prévu de longue date avec Leto. Ça paraît étonnant parce que ça n'a jamais été vraiment déclaré ou machin, mais pourquoi pas, c'est possible. Peut-être aussi, je dis ça vraiment comme ça, en essayant de faire un peu de prospective, que Warner a eu dans une situation contractuelle un peu compliquée avec Jared Leto, parce que évidemment il a signé pour plusieurs films, c'est ce qui se fait à chaque fois maintenant dans des licences et dans des univers étendus, et vu qu'il a été squeezé bien comme il faut de Birds of Prey, peut-être qu'il a encore une ou deux apparitions à faire dans l'univers du DCU, je n'en sais rien. Ou alors, il y a certains spectateurs américains qui ont relevé, c'est pas déconnant, c'est pas inintéressant, que dans la séquence de Batman v Superman, qui était une séquence, vous savez, de rêve, hallucination, où Bruce Wayne s'imaginait dans un futur potentiel, menant une insurrection, alors que Superman est devenu une espèce de dictateur dans un univers qu'on appelle le Nightmare, ce qui est un jeu de rôle avec Knight de Dark Knight et le maire de Nightmare. Bref, où il s'imaginait, voilà, menant une espèce de résistance, on le voyait avec un grand manteau, un grand caban de western et une mitraillette. Eh bien, sur la crosse de cette arme automatique, on pouvait voir incrusté la carte à jouer du Joker. Donc ça signifie peut-être que c'est dans cette dimension-là, dans une nouvelle hallucination, dans ce genre de trip, qu'on va retrouver Jared Leto. On ne le sait pas encore, mais voilà, c'est une idée qui n'est pas inintéressante. Bon, on n'enlèvera pas de l'idée que décidément, à chaque nouvelle news, cette Justice League s'annonce quand même invraisemblablement bordélique. Rappelons qu'on est donc désormais face à un film de 4 heures dont on ignore la date de sortie, sinon qu'elle sera a priori en 2021, en 6 épisodes sur HBO Max. Mais comme HBO Max ne sera probablement pas arrivé en France, en Europe et dans la plupart des pays du monde à ce moment-là, se pose la question de son exploitation ailleurs. Donc voilà, tout ça est encore très flou. C'est un petit côté camoulox cosmique. Après, moi, je vais pas tirer sur l'ambulance, certainement pas. Tout simplement parce que Batman v Superman, que j'avais trouvé pas terrible en version cinéma, je l'ai trouvé absolument brillant et passionnant en version longue, donc je suis tout à fait conscient que Snyder peut encore m'étonner, mais quand même, vraiment, ça prend des airs un peu de carnaval de l'angoisse de la descente du LSD, cette Justice League. Parlons maintenant du deuxième Borat, de la suite de Borat, qui vient de débarquer tout fraîchement sur Amazon. Et là, j'aime mieux vous dire que il se passe une énorme excitation aux États-Unis parce que le film a quand même réussi un truc qui est pas mal, c'est à piéger et à mettre dans une situation très problématique Rodolphe Giuliani, qui est l'ancien maire républicain de New York et qui est surtout l'actuel avocat de Donald Trump, l'avocat personnel. Il se trouve que Giuliani s'est retrouvé ces derniers mois, ces dernières années, au milieu de pas mal de situations embarrassantes, de prises de position notamment
extrêmement décrié aux États-Unis, surtout quand il a fallu défendre son client Donald Trump et qu'il a fallu relativiser le fait que Donald Trump raconte énormément de mensonges, déforme ou tord la vérité, tout simplement pour aller dans son sens. Et voilà, Giuliani n'a eu aucun scrupule, on va dire, à faire toutes les pirouettes intellectuelles nécessaires pour essayer de ne pas reconnaître que son patron mentait, enfin que son client mentait, et c'est un truc qui lui a été énormément reproché, on va dire, dans les médias américains, de toute obédience, bon, à part Breitbart et Fox News, faut pas déconner, mais voilà, globalement, c'est quelque chose il a été pointé du doigt pour ça, et donc il se trouve que là, il se retrouve, alors je vais mettre des guillemets évidemment, mais au sein d'un scandale sexuel, parce que dans Borat 2, tout simplement, Borat et la comédienne qui joue la fille de Borat ont réussi à le piéger, et en gros, ont montré une vidéo. Bah écoutez, vous savez quoi, je vais pas vous la décrire, on va la regarder ensemble. Vous l'aurez compris, à ce moment-là, Rodolphe Giuliani pense qu'il va interviewer une jeune reportrice kazakh, du moins c'est la situation qui lui est présentée, et donc le film prétend, ou feint de prétendre, que Giuliani, à ce moment-là, a l'intention d'avoir une relation sexuelle avec elle, alors qu'elle est manifestement très jeune et qu'elle n'a a priori pas donné de signe de consentement dans ce sens-là. Alors soyons très clairs, il est absolument impossible d'établir avec les images qu'il y a dans le film que c'est bien l'intention de Giuliani. Et le film joue un certain second degré par rapport à ça. Vous pensez bien que, évidemment, ça provoque pas mal de réactions aux États-Unis, qui sont quand même un pays assez puritain et pas d'une grande libéralité en matière de mœurs, en dépit de ce qu'ils peuvent parfois afficher, que, évidemment, Giuliani n'a pas manqué de réagir et explique qu'il a été victime véritablement d'un complot. Honnêtement, je suis pas du tout là pour trancher, je n'ai aucune idée de ce qu'il y avait dans la tête de Giuliani, et je suis même pas sûr que le film veuille faire autre chose que d'en rire absolument. Je pense notamment que le projet du film, c'est justement de mettre Giuliani face à une pure situation de fausseté et de mensonge, lui qui y a participé, on va dire, en étant de l'autre côté de la barrière pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais surtout, là où moi ça m'intéresse, et vraiment, quoi qu'on pense de Borat, quoi qu'on pense de Sacha Baron Cohen, qui est donc l'interprète de Borat, et qui, on dirait, vraiment à la manœuvre, en tant que producteur et réalisateur du film, moi en fait, ça me rappelle une pratique qui est extrêmement intéressante dans l'histoire de l'art, qui s'appelle l'agitprop. Alors l'agitprop, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique artistique et politique qui est assez forte, qui a donné des trucs terribles, mais aussi des trucs géniaux. Alors d'où est-ce que ça vient? Là, je vais être obligé de lire parce que je ne saurais pas faire autrement. C'est en fait l'anagramme d'un terme russe qui, en gros, est Otudel agitazi i propagandi. Je prononce extrêmement bien la langue russe. Plus sérieusement, alors, quand vous entendez propagande en russe, attention, ça n'a pas le même sens qu'en France ou dans les pays anglo-saxons, où il y a une connotation péjorative. Propagande en russe, ça signifie très littéralement le fait de transmettre des idées. L'agitprop, c'est quoi? Donc, c'est transmettre des idées via l'agitation sociale, culturelle. Et ça a donné en fait un mouvement de théâtre très fort et, encore une fois, absolument passionnant, qui a vraiment culminé dans les années 30, et dont un des leaders en France, en tout cas, était le groupe Octobre, qui était un groupe qui s'était formé autour de Jacques Prévert, pas n'importe qui, et dont l'idée en fait était de jouer des scénettes et des petites pièces inspirées du réel ou inspirées de personnages réels, extrêmement politiques, extrêmement provocatrices, dans la rue ou directement dans les usines, pour provoquer du débat, provoquer de la réflexion et provoquer véritablement de l'interaction entre les membres du corps social. Donc c'est un mouvement qui est assez intéressant, qui a eu un peu tendance à se raréfier, le terme a été pas mal vidé de son sens, et en fait moi il me semble que Sacha Baron Cohen et Borat, en fait, véritablement renouent avec ça. Donc quelque part, si vous voulez, moi ça m'intéresse pas de savoir si Rodolphe Giuliani était allongé sur son lit pour se tripoter la nouille et attaquer sexuellement une jeune femme, ou s'il était juste, comme il le prétend, en train de remettre sa chemise. Il est bien possible qu'il n'ait été qu'en train de remettre sa chemise. En revanche, le confronter à une mésinterprétation d'image, manipuler son image, et en gros retourner tout un appareil discursif dont il a fait partie pendant longtemps contre lui, ça c'est de la pure agitprop, et ça je trouve ça extrêmement stimulant et extrêmement intéressant intellectuellement. Voilà, j'avais envie de le partager avec vous. Maintenant, comme je vous le disais en début de vidéo, adieu les cons. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Adieu les cons? C'est un des films les plus attendus de l'année, et puis, spoiler, c'est un des meilleurs de l'année. C'est un film qui est réalisé par Albert Dupontel, grand réalisateur et comédien français. Son précédent long métrage, c'était Au revoir là-haut, qui est un film historique. Là, il revient, j'ai envie de dire, un petit peu à ses premières amours, avec un espèce de trip anarcho-rebello-punk et mélo, ce qui est assez rare chez lui. Le film est à la fois extrêmement drôle, extrêmement rebelle, et vraiment bouleversant. Vous allez chialer vos mamans... et pas qu'un peu. Mais ce qui nous intéresse avec le film, c'est pas de vous en faire une critique, c'est de voir un peu quelle est sa situation en ce moment dans les salles. Le film aurait dû sortir beaucoup plus tôt dans l'année, et bah évidemment, confinement, mesures sanitaires,
le film s'est retrouvé repoussé. Et puis, à un moment, il faut bien le sortir. Or, il y a le couvre-feu. Gaumont a néanmoins décidé de laisser le film, de garder sa date et de le sortir envers et contre tout. Il faut savoir que c'est un truc qui a plutôt déplu à Albert Dupontel. Il a donné une interview aux Parisiens dans laquelle il tient les propos suivants, qui sont assez forts, sachant qu'il parle d'un film qui est en train d'être exploité, son propre film. Je vous le cite. Pour ne rien vous cacher, nous aurions voulu sortir en août parce qu'on sentait bien le coup venir à l'automne. Mais ça nous a été sinon refusé, en tout cas vivement déconseillé par la Gaumont qui distribue le film. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de distributeurs qui ont vu que Tenet avait eu du mal quand même à rassembler autant qu'espéré et qui ont eu très très peur, non seulement de sortir à côté de Tenet qui occupait beaucoup d'écran, mais de réussir à rassembler. Et donc ce dont se plaint Dupontel, c'est qu'au final, après avoir attendu, alors que lui, il lui semblait avoir un espace, il se retrouve désormais contraint de sortir, et contraint de sortir dans une situation qui est très précaire et inquiétante, parce que donc, du fait du couvre-feu, les cinémas ont perdu, dans les villes où il y a le couvre-feu, les séances de 20h et 21h. Il faut savoir que pour certains cinémas, ça représente jusqu'à 40% des tickets vendus quotidiennement. Donc c'est énorme. C'est un manque à gagner potentiel gigantesque. Et du coup, pour chaque film qui a des ambitions, enfin, pour chaque film, il devient très compliqué de trouver une assiette, un plateau de public potentiel suffisant. Donc, pour exister, il faut beaucoup de copies. Et c'est là où la situation devient perverse, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir très peur de se taper un reconfinement ou un couvre-feu encore plus fort qui limiterait drastiquement son exploitation, ce pauvre Albert Dupontel, et c'est vraiment ce pauvre Adieu les cons, se retrouve dans une situation qui est un peu celle du grand méchant loup, parce que le film, du coup, les cinémas ont besoin de faire rentrer les gens, ont besoin de spectateurs, et donc ont pris énormément de copies du film, ont donné énormément d'écrans, énormément de visibilité. Il me semble que c'est à l'UGC Les Halles de Paris où il y a pas moins de 13 écrans pour le film d'Albert Dupontel. Il y a probablement des cinémas en France, vous nous le direz si c'est le cas chez vous, où il ne passe, même s'il y a plusieurs écrans, que le film de Dupontel. Alors attention, il ne s'agit pas de lui en vouloir, encore une fois on vous l'a dit, c'est un des meilleurs films de l'année, c'est un réalisateur auquel nous on est très attachés, et il n'est pas du tout responsable de cette situation. C'est un emballement et une panique généralisée qui font que tout le monde essaye de se précipiter sur ce qui a des chances, semble-t-il, de faire venir le public, et du coup ça crée comme ça des espèces d'offres un peu disproportionnées, et en fait on se retrouve cette semaine, et probablement dans les semaines à venir, avec seulement une poignée de films qui vont truster quasiment tous les écrans, au détriment notamment des distributeurs indépendants. Je m'explique. Il me semble que le Dupontel a un peu plus de 630 écrans ce mercredi. Il y a un autre film qui s'appelle Polly, qui est un film plutôt familial et pour les enfants, avec un petit poney qui s'appelle Polly. Et donc voilà, qui lui a aussi une énorme combinaison de salles. D'ailleurs, ils viennent de réaliser tous les deux respectivement le deuxième et meilleur démarrage de l'année pour des films français. Donc on voit que ça marche d'avoir énormément de copies comme ça, mais ça se fait au détriment des petits distributeurs indépendants, ceux qui nous ont offert en fait depuis le déconfinement une très grande variété d'offres, des films très divers, des productions qui venaient de partout dans le monde, mais aussi des productions françaises, qui ont permis d'avoir tout simplement autre chose que du gros blockbuster ou de la grosse comédie en été, ou même tout simplement de la comédie alternative et différente. Et donc tous ces gens qui ont pris énormément de risques, qui ont joué le jeu et qui vraiment se sont retroussés les manches et ont foncé pour essayer de faire en sorte que le cinéma en France puisse continuer d'exister, et ces gens-là se retrouvent du coup un peu menacés par un système qui veut que tout d'un coup on va à ce qui semble être le mieux-disant. Et donc, ils se retrouvent balayés d'une semaine à l'autre, et c'est d'autant plus terrible qu'on est encore dans une période de vacances de Toussaint, où donc il y a beaucoup de gens, et notamment les jeunes, qui sont dispo, et qui sont éventuellement dispo, pour tenter des programmations un peu différentes. On va voir comment se comportent maintenant les carrières de films comme Lupin III ou comme Calamity, qui sont deux très beaux films d'animation, dans des genres très différents, mais qui sont tous les deux superbes. Mais ce qui est sûr, c'est que cette situation, elle est potentiellement terrible pour eux. Alors ça n'est évidemment pas la faute de Dupontel, évidemment pas la faute d'Adieu les cons, mais encore une fois, il va tous falloir qu'on réfléchisse en tant que membre de cette industrie, que membre de la presse, que spectateur, que cinéphile, à comment faire pour essayer de garder notre sang-froid, de viabiliser notre système d'exploitation et de faire en sorte de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, c'était quelques informations, quelques pistes de réflexion, quelques opinions également. On espère qu'elles vous auront intéressé, qu'elles vous auront amusé, en tout cas que ça ne vous aura pas déplu. N'hésitez pas à vous abonner, à taper la cloche, à nous laisser plein de messages gentils, plein de messages méchants, plein d'insultes. Moi, je vais m'occuper de vos mamans. Gros bisous.